la parole à Jean-Pierre qui me présentera Simone Mazouric. Je tenais d'abord à dire quelques mots pour rendre hommage en notre nom à tous à notre camarade Gabriel Page qui nous a quittés hier. Gabriel qui était en partie à l'origine de la création de cette université populaire il y a un an, tout ça, et dont il était le secrétaire. Donc, que dire sur Gabriel? Il était opiniâtre, il était perfectionniste et il tenait absolument à ce que nous élaborions un programme de qualité. Et pour cela, il se donnait à fond. Non, donc nous, maintenant, nous allons avoir la lourde tâche de continuer sur la voie qu'il nous a tracée et aussi en quoi. Gabriel était un personnage truculent, grand amateur de poésie. Il était capable de réciter avec beaucoup de fraîcheur et d'émotion les poèmes d'Aloysius Bertrand qu'il adorait particulièrement. Et il était très fier d'être parvenu à faire venir parmi nous dans cette maison l'écrivain Jean Rouault l'année dernière à l'occasion de la fête du 80e anniversaire de la fête du TC. Alors, il a été un syndicaliste et un militant dévoué aux plus hautes instances nationales. Mais avant tout, c'était un scientifique, amoureux et admiratif de la science, à laquelle il vouait une confiance absolue, jusqu'au bout, et même au-delà. Donc nous lui dédions cette soirée, dont le thème lui tenait particulièrement à cœur. Et je précise qu'il n'y aura pas d'obsèques, puisque Gabriel a fait don de son corps à la science, donc Marie-Jo a prévu quelque chose plus tard. Voilà. Puisque la vie continue, j'ai moi le grand plaisir de présenter notre intervenante d'aujourd'hui, Simone Mazouric, qui est venue jusqu'ici depuis Nîmes, expressément pour nous, et qui est aussi accompagnée de son mari Claude Mazouric, que certains connaissent certainement comme un éminent historien de la Révolution, d'un homme avec qui j'ai de grands souvenirs en commun. Il y a quelques années, nous étions, lui étudiant en histoire et moi étudiant en lettres classiques à la Sorbonne. C'est dire que nous avons une tranche d'histoire en commun. Alors Simone Mazouric, eh bien, elle est agrégée de philosophie, vous l'avez lu sur la notice, elle est doctoresse lettres, elle a enseigné à l'université de Rouen et de Nancy. Elle a eu de grosses responsabilités. Elle a été prêtée par son université pendant quelques années à une université de la région parisienne pour mettre en place un cursus ayant pour finalité de rapprocher les humanités et les disciplines scientifiques. Elle a enseigné l'épistémologie, c'est-à-dire étude des conditions dans lesquelles le savoir se crée. Elle a été professeure de philo à ce titre, et aussi bien comme enseignante que comme chercheur et à travers les recherches qu'elle a impulsées. Elle s'est constamment intéressée à l'histoire de la création scientifique, l'histoire des avancées de la science, mais toujours en embrassant dans la même perspective l'histoire aussi des relations entre ces avancées de la science et le corps social au sein duquel ces avancées avaient lieu et aux conséquences de ces avancées. Sa thèse est
d'apparence extrêmement érudite et nous emmène vers des époques lointaines. Ça s'appelle « Savoir et philosophie à Paris dans la première moitié du XVIIe siècle », les conférences du bureau d'adresse de Théophraste Renaudot. Théophraste Renaudot, un des fondateurs du journalisme, et qui intervient ici de façon intéressante comme quelqu'un qui a à voir avec l'histoire de ce que nous appellerions, nous, vulgarisation scientifique. Alors, n'attendez pas quelque chose qui soit trop tourné vers cette évocation du passé. Vous savez que le thème d'aujourd'hui, c'est le progrès scientifique en question, et la réflexion de Simone couvre le devenir de cette question depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, et Dieu sait si aujourd'hui le rapport de la société à la science et aux avancées de la science est une question absolument brûlante. Voilà, et bien je lui passe la parole. Merci Jean-Pierre de cette présentation, merci à tous d'être présents. Donc Jean-Pierre vient de vous rappeler le titre de ma conférence, Le progrès scientifique en question, et vous avez sans doute remarqué que j'ai mis le mot question au pluriel. Et cela dans le but justement de suggérer que le progrès scientifique ne pose pas une, mais plusieurs questions, ou plutôt que le progrès, la notion de progrès, pose plusieurs questions. Et d'abord, celle de sa définition. Qu'est-ce que le progrès? Qu'entend-on par le mot progrès? Alors, à cette question, il est assez facile de répondre en commençant par rappeler que le mot peut être entendu de deux façons. En son sens étymologique, le progrès est simplement synonyme d'avancement, de développement, d'évolution, d'accroissement, d'augmentation. Toutes ces notions étant entendues en un sens purement quantitatif. Mais le progrès revêt également, et peut-être surtout, une signification qualitative. Le progrès est en effet souvent considéré comme bien plus qu'une simple évolution, bien plus qu'une simple augmentation. Il est surtout considéré comme une évolution ou comme une augmentation, mais jugée positive, comme une amélioration, comme une avancée vers le mieux. Or, ces simples définitions font surgir de nouvelles questions, peut-être plus difficiles à résoudre. Et d'abord, qu'en est-il de la réalité du progrès, entendu dans l'un ou dans l'autre sens? On ne cesse précisément d'invoquer ce progrès, de le tenir en quelque sorte pour acquis. Je crois que tout le monde est convaincu que ce progrès de l'humanité depuis ses origines est un fait avéré. Et ce progrès se serait accéléré, du moins dans le domaine justement des sciences et des techniques, depuis au moins un siècle environ. Alors, au premier sens du terme, certainement le progrès, et encore, quand je dis certainement, c'est tout le contraire que je vais vous montrer. Je vais vous montrer que ce n'est pas aussi certain que j'ai l'air de l'affirmer. Cette affirmation du progrès est très souvent, et depuis l'origine, remise en question. Mais enfin, on va faire comme si, et on va admettre qu'il nous semble aller de soi que dans le domaine des sciences et des techniques, on constate bien une évolution. Et aussi dans le domaine des arts, par exemple. C'est-à-dire que finalement, dans tous les domaines de la vie humaine, tout change, tout se transforme, et éventuellement, tout alors progresse pour le mieux. Ça, c'est la question interrogative. Voilà. C'est-à-dire l'évolution, certainement, la transformation, certainement, mais cette évolution, cette transformation peuvent être véritablement considérées comme une amélioration. Est-ce que le résultat de ces transformations est nécessairement positif? Est-ce que ce qui suit est nécessairement supérieur à ce qui a précédé? Et dans quel domaine, d'ailleurs, si l'on peut parler de progrès, peut-on réellement affirmer l'existence de ce progrès? Peut-on, par exemple, parler de progrès dans le domaine de l'art? Dans ce domaine, donc, là encore, l'évolution est patente, la transformation est patente, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que Mozart, je prenne dans le bon ordre chronologique,
est-ce que Mozart représente justement un progrès par rapport à Bach, hein? Est-ce que la musique de Mozart est supérieure à celle de ce dernier? Même chose dans le domaine de la peinture. Est-ce que Picasso est supérieur à Renoir? Même question, bien sûr, dans le domaine de la morale. Est-ce qu'on peut dire que l'humanité, de ce point de vue, a progressé depuis ses origines? Les lois, les mœurs évoluent, se transforment. Mais est-ce que ces pratiques sociales changent et, en évoluant, progressent-elles vers le mieux? On peut au moins en douter. Mais en revanche, s'il y a un domaine, justement, dans lequel l'affirmation du progrès paraît s'imposer, paraît patente, c'est bien dans le domaine des sciences et des techniques, où l'augmentation des savoirs depuis les origines de l'humanité paraît incontestable, indéniable. Nous connaissons, semble-t-il, beaucoup plus de choses sur la structure de l'univers que n'en connaissaient les hommes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Et en même temps, cette augmentation des savoirs n'a, semble-t-il, jamais cessé de contribuer largement, par ses applications techniques, à améliorer les conditions de la vie humaine. Et depuis, alors là, nous n'avons que l'embarras du choix pour les exemples, depuis l'allongement de l'espérance de vie, jusqu'aux facilitations diverses que la multiplication des machines et des progrès techniques nous apporte, hein, confort, vitesse de déplacement, accroissement des rendements agricoles, suppression des famines, du moins dans certains pays du globe, justement, point d'interrogation. Et c'est précisément d'ailleurs, comme je vais le montrer de façon beaucoup plus précise et détaillée, l'histoire des sciences et l'histoire de ce que l'on appelle à partir du XIXe siècle les techniques, qui ont historiquement favorisé l'émergence de l'idée de progrès. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi cette idée de progrès est apparue finalement tardivement, si l'on se situe à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Toutefois, cette affirmation du progrès scientifique et technique, que j'ai fait semblant de considérer comme allant de soi, est justement, elle aussi, problématique. Aussi surprenant peut-être, je ne sais pas que ça vous paraisse, je ne sais pas si ça vous paraît surprenant ou pas, mais la réalité même du progrès scientifique et technique n'a jamais cessé, à partir du moment où elle a été affirmée, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle environ, d'être contestée. Et même si l'on admet que ce progrès est une réalité, alors là, vous n'en doutez pas une seconde, cette réalité du progrès n'a cessé de poser question alors du point de vue du jugement que l'on peut porter sur cet accroissement des connaissances, cette augmentation des savoirs, des pratiques, est-elle nécessairement positive? Est-ce qu'elle se traduit toujours par une amélioration de nos conditions de vie, ou bien est-ce qu'elle se traduit parfois par des conséquences négatives, voire dramatiques? Alors là, on a l'embarras du choix pour les exemples permettant de signaler les dangers éventuels que nous font courir les progrès scientifiques et techniques, l'atome, militaire, civil, la pollution, l'épuisement des ressources. Nous avons l'embarras du choix. Donc les problèmes soulevés par les technosciences sont innombrables et tout le monde, bien sûr, les connaît et met le doute sur la réalité du progrès au second sens du terme. Bon, là j'ai fait un petit tour d'ensemble des questions que pose le progrès. Alors je ne vais pas poser toutes ces questions, mais une partie d'entre elles seulement. Je ne poserai pas du tout la question du progrès dans l'art ou dans la morale. Je ne traiterai que la question du progrès du point de vue donc, des sciences et des techniques, et je vais surtout essayer de la poser d'une façon un peu inhabituelle. Je crois qu'en général, quand on pose la question du progrès scientifique et technique, on l'envisage surtout du point de vue de ses applications, ou du moins pour le progrès scientifique, de ses applications pratiques. Je viens d'évoquer les inquiétudes que font surgir certaines des applications du progrès technique, l'atome, etc., etc. En revanche, la mise en question du progrès du point de vue de sa réalité même, c'est-à-dire la question de savoir si, oui ou non, les connaissances scientifiques ont réellement augmenté au cours du temps, est moins banale, dans la mesure où la réponse peut sembler une évidence. Je vais donc commencer par poser la question du progrès scientifique au premier sens du terme, c'est-à-dire au sens quantitatif, dans la mesure où il me semble que ces questions sont un peu plus originales que les questions que l'on pose habituellement à ce progrès scientifique, et je n'aborderai le second aspect de la question que dans un second temps.
et je vais traiter ces questions selon une approche historique. C'est-à-dire, je vais raconter, à grands traits, bien sûr, rassurez-vous, l'histoire de la notion de progrès scientifique, en montrant comment, depuis ses premières formulations jusqu'à aujourd'hui, le progrès scientifique n'a cessé d'un côté d'être affirmé et de l'autre d'être récusé. C'est-à-dire de montrer comment cette question a toujours partagé ce qu'on peut appeler l'opinion savante. Alors, j'avais préparé ce texte avant les récentes manifestations qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis contre l'administration Trump et l'attitude de ce dernier à l'égard de la recherche scientifique. Alors, il faudra peut-être en dire deux mots, ne serait-ce que pour distinguer radicalement les positions de Trump à l'égard de la science et du progrès scientifique, des légitimes inquiétudes que ce progrès fait parfois naître. Alors, c'est d'ailleurs faire, j'en parle parce que je crois qu'il faut en parler, mais c'est faire beaucoup d'honneur à Trump que de faire allusion à ses positions qui, sur le plan théorique, n'ont absolument aucun intérêt. D'ailleurs, il n'y a pas de position théorique, c'est uniquement une position politique, c'est-à-dire une forme de défense des intérêts des lobbies américains de l'énergie. Donc, aucun intérêt, aucun fondement qui aurait quelques valeurs intellectuelles quelconques, mais on peut toujours en parler d'une certaine façon. Parce que sa position permet peut-être de distinguer deux façons assez différentes de mettre en question le progrès scientifique, une façon rationaliste et humaniste, et puis une façon obscurantiste et prédatrice, voilà, comme toutes les attaques menées contre le progrès au nom de la religion, etc. Bon, donc je vais aborder une voie, je vais peut-être aborder la question selon une voie un peu inhabituelle, mais qui me semble avoir quand même son intérêt. Et je vais commencer par mettre en évidence la façon dont a émergé la notion de progrès à la Renaissance. En Europe, bien évidemment, très européano-centré quand même. Alors, je ne me hasarderai peut-être pas à dire que l'Antiquité et le Moyen-Âge ont complètement ignoré la notion de progrès. On peut toujours trouver une esquisse d'une idée dans le passé, mais néanmoins, on peut affirmer qu'en Europe, l'idée de progrès n'a commencé véritablement à être affirmée qu'au début de l'âge moderne, c'est-à-dire donc en gros à partir du XVIe siècle. C'est alors en effet qu'on voit opérer un effet de rupture massif avec les représentations jusqu'alors dominantes du temps et de l'histoire. Représentations qui excluaient la notion de progrès. En gros, on peut dire qu'il y avait deux représentations du temps et de l'histoire. Une représentation cyclique, qui faisait de l'histoire un éternel recommencement. Dans cette représentation cyclique du temps, on n'avance pas, on revient toujours au point de départ, on tourne en rond. Deuxième représentation qui rivalisait avec cette représentation cyclique, une représentation qui trouvait son expression poétique dans la formulation que vous connaissez bien, la succession régressive des âges. L'humanité serait passée, et ça c'était une représentation propre à la pensée grecque, l'humanité serait passée par différents âges, d'or, d'argent, de bronze, de fer et finalement de boue. Et le temps, dans cette perspective, était considéré comme un facteur de dégénérescence. L'histoire était en même temps un processus régulier et inéluctable d'éloignement par rapport à une perfection originelle. Donc évidemment, dans cette perspective, pas de progrès, pas d'amélioration. Donc au mieux, on tourne en rond et au pire, on régresse. Voilà. Alors, à partir de la Renaissance, on voit émerger une toute autre conception du temps et de l'histoire qui entre en concurrence avec les précédentes. Une conception donc justement non plus cyclique mais linéaire et surtout beaucoup plus optimiste, ouverte sur l'affirmation de la nouveauté. Donc au discours de la dégénérescence ou moins mal le discours de la permanence, de l'immutabilité, de la répétition, s'oppose maintenant un nouveau discours, celui de l'innovation. Le temps est maintenant conçu comme une source de développement, d'évolution, d'accroissement, d'augmentation, de perfectionnement constant également. Ces deux discours, à partir de la Renaissance, donc, s'affrontent, car le premier ne disparaît pas pour autant. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle conception du temps émerge que le discours précédent est annulé et disparaît complètement dans les poubelles de l'histoire.
deux discours en fait entrent en concurrence et s'opposent, et opposent justement ce que l'on appellera un peu plus tard, là je fais un petit anachronisme, mais vous me le pardonnerez, quand aura éclaté un siècle plus tard la querelle des anciens et des modernes, on opposera les partisans des anciens et les partisans des modernes. Les partisans des anciens, ce sont ceux qui vénèrent l'Antiquité, donc qui ont plutôt tendance à tenir le discours de la dégénérescence. Hein. Dans l'Antiquité, tout était bien, tout était parfait, tout était bien, et donc les anciens ont tout pensé, tout vu, tout su, hein, et on ne peut pas aller au-delà de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils ont conçu, de ce qu'ils ont imaginé. La devise des partisans des anciens, c'est non ultra, hein, on ne peut pas aller outre. Et les partisans des modernes qui disent pas du tout, on peut tout à fait aller outre, hein, c'est plus ultra la devise, il faut dépasser les anciens, aller plus loin qu'eux, car ils n'ont ni tout vu, ni tout su. La question est donc de savoir comment cette nouvelle conception a émergé, comment s'est imposée l'idée que finalement la perfection n'est pas dans le passé, et elle est peut-être, alors dire qu'elle est dans l'avenir c'est trop dire, enfin dire qu'on peut faire mieux, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut au moins perfectionner, que les anciens, qu'on peut les dépasser. L'origine, c'est incontestablement l'accroissement justement quantitatif des connaissances et l'invention de différents procédés techniques à partir de la Renaissance. Ce qui caractérise en effet l'État moderne, c'est une série de découvertes qui, justement, pour les partisans des modernes, attestent et exhibent, dans leur évidence concrète, une capacité innovatrice, inventive, inédite. Alors, les exemples, on peut en donner de très nombreux. Les découvertes au sens géographique du terme, hein, bien sûr, la découverte des nouveaux mondes, grâce aux voyages d'exploration, ceux de Christophe Colomb, ceux de Magellan, etc. Hein. Et en découvrant de nouveaux mondes, on découvre en même temps de nouvelles espèces, végétales, animales, on découvre de nouveaux hommes, hein, on découvre de nouvelles mœurs, mais il y a d'autres découvertes dans le domaine de la technique, l'invention de l'imprimerie, l'invention de la poudre à canon. Un peu plus tard, on inventera les lunettes astronomiques. Sur le plan proprement théorique, on voit se formuler de nouvelles théories, justement l'astronomie de Copernic, qui s'oppose à la représentation ancienne de l'univers. Harvey, le médecin, établit la circulation du sang, ce qui est une innovation. Et donc, tous ces exemples que l'on pourrait multiplier semblent attester qu'il y a bien, contrairement à ce que prétendaient les partisans des anciens, qui ne cessaient d'invoquer le fameux précepte de l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, qui disait, mais non, tout est toujours pareil, rien n'a jamais changé, etc. Eh bien, tous ces exemples que je viens de donner semblent bien prouver que les anciens n'avaient ni tout vu, ni tout su, ni tout pensé, ni tout exploré, hein, et que les modernes prouvent leur capacité à surpasser les anciens. Et donc, en même temps d'ailleurs que l'évidence de ces innovations s'impose la conscience de leur intérêt économique, je vais vous le montrer, et de leur utilité pratique. Donc, on voit comment cette capacité innovatrice est perçue en même temps dans un sens très positif, très amélioratif. Il y a du progrès, et ce progrès, c'est un mieux, c'est le progrès au second sens du terme. Alors en France, on a deux théoriciens qui ont aidé à formuler cette nouvelle idée du progrès qui n'a pas émergé donc facilement, hein, et ce progrès donc qui va s'identifier même pour eux, essentiellement au progrès des sciences et des techniques. Alors la formulation est anachronique, on va dire, des savoirs et des pratiques. Alors deux auteurs, le premier c'est Jean Bodin. Jean Bodin est surtout connu comme un jurisconsulte. Il a écrit un ouvrage fameux, Les 6 livres de la République, qui est tenu pour être la première théorie de la monarchie absolue. Bodin lui-même passe pour le premier théoricien de la monarchie absolue, mais il a écrit aussi un ouvrage qui s'appelle La méthode pour l'histoire, et c'est dans ce dernier ouvrage, c'est pas dans les 6 livres de la République, mais dans La méthode pour l'histoire, que l'on voit se formuler chez lui
la première expression de l'idée de progrès. Alors, une expression très embarrassée, très hésitante, parce qu'il faut s'arracher aux représentations anciennes, donc ce n'est pas facile de formuler une idée tout à fait nouvelle, originale. Alors, d'ailleurs, il est pris, vous allez le voir, entre deux représentations. Il est pris entre une représentation cyclique du temps et de l'histoire, dont il n'arrive pas à se détacher, mais aussi une conscience qu'il faut sortir de cette représentation cyclique pour justement affirmer la réalité du progrès. Alors, ce que veut d'ailleurs Baudin, c'est surtout en finir avec la conception régressive que j'ai énoncée tout à l'heure. Alors, voilà comment il affirme cela. Il y aurait eu, dit-il, autrefois, des siècles d'or, puis d'argent, puis de bronze, de fer, et enfin de boue. Il faut faire justice de cette opinion. C'est-à-dire que, selon lui, cette opinion relève justement de la poésie, mais pas de l'observation attentive de l'histoire humaine. Et cette histoire attentive de l'histoire humaine, justement, prouve que le temps humain est surtout un temps cyclique. Alors vous me direz, ça n'est toujours pas le progrès. Pour lui, le temps humain est un temps dans lequel se produisent constamment des révolutions, mais des révolutions au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on revient en arrière sur soi. Mais justement, alors, comment arrive-t-il malgré tout à faire émerger de tout ceci une représentation du progrès? Eh bien parce que tout simplement, les révolutions ne sont pas un retour exact au point de départ. C'est-à-dire, il y a bien un retour, mais en même temps, on progresse un peu. Voilà. Et donc, on s'échappe à la fois à la conception régressive et à l'idée qu'il peut y avoir un progrès. Surtout, Baudin condamne les représentations régressives du temps comme un propos de vieillard nostalgique. Ce sont les vieillards qui disent toujours « de mon temps c'était mieux avant, et il faut en finir, c'était pas mieux avant, il y a justement peut-être une amélioration ». Et donc, grâce à ce déplacement un petit peu du sens du mot révolution, la révolution, ce n'est pas un retour exact sur son point de départ, il s'ouvre à une nouvelle représentation du temps et de l'histoire. Alors, je vais lire un passage qui est un peu long, mais qui me paraît bien exprimer un certain nombre d'idées que l'on va constamment retrouver et d'exemples qu'on va aussi constamment retrouver. Voilà comment il affirme finalement, quand même, la supériorité des modernes sur les anciens. Et si l'on regarde de plus près, il n'est pas douteux que nos découvertes n'égalent et souvent ne surpassent celles des anciens. Est-il par exemple quelque chose de plus admirable que l'aimant? Les anciens l'ont pourtant ignoré, ainsi que son usage merveilleux. Et ils ont dû se cantonner dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire l'usage pour la boussole, tout simplement. Alors donc les anciens ne connaissaient pas la boussole, donc ils sont restés à patauger dans le bassin méditerranéen, alors que nos contemporains parcourent chaque année le tour de la Terre dans leurs nombreuses traversées et ont, pour ainsi dire, colonisé un nouveau monde. Ainsi se sont ouvertes à nous les retraites les plus cachées de l'Amérique. Et il s'ensuit non seulement que le commerce, alors ça ce sont les avantages économiques du progrès des connaissances, jusqu'à présent mesquin et peu développé, est devenu prospère et lucratif. Et tous les hommes sont reliés entre eux et participent merveilleusement à la République universelle, comme s'ils ne formaient qu'une seule et même cité. Donc ça, c'est le progrès aussi de la communication entre les hommes, qui dépasse leur univers étroit pour justement nouer des relations plus larges avec leurs égaux, les autres hommes. Et le profit que la géographie, l'une des plus belles sciences qui soit, retire de tout cela, se mesure aisément à ce fait que nous connaissons avec certitude ces Indes, dont l'existence paraissait autrefois fabuleuse à la plupart, car Lactance et Augustin vont jusqu'à traiter de fous ceux qui croient que les antipodes soient un continent habité. Et si nous passons au mouvement des astres errants, etc., donc il fait allusion ici à la nouvelle théorie astronomique de Copernic, c'est ainsi que sont dévoilés les secrets de la nature et que sont découvertes les médecines salutaires. Et je ne parle pas de cette méthode qui permet de déterminer la longitude céleste
d'après l'égalité de l'heure. Là, il est un peu optimiste parce qu'avant qu'on ait une méthode fiable de calcul des longitudes, il faudra attendre encore un petit peu, mais le principe quand même est connu. Hein. Les anciens, eux, ne pouvaient établir sans grande erreur en se réglant sur l'éclipse. Et je passe également leurs catapultes et toutes ces anciennes machines de guerre qui, en comparaison des nôtres, ne sont plus que jouets d'enfants. Il fait allusion à l'invention des armes à feu, de l'artillerie. Alors évidemment, on y trouve, c'est très bien, par rapport aux catapultes, hein, qui ont un pouvoir de destruction, évidemment, moins grand que les armes à feu. Ils s'en félicitent, tout ça, c'est discutable. Alors, vous voyez, je laisse enfin de côté les innombrables industries concernant les métaux ou les vêtements qui procurent aux hommes un si grand soulagement. Le seul art de l'imprimerie pourrait aisément balancer toutes les inventions des anciens. Alors oui, c'est un peu fourre-tout, hein, il n'a pas suivi aucun ordre, il a mis ensemble l'astronomie, l'imprimerie, la découverte des nouveaux continents, mais ça ne fait rien, hein, c'est un catalogue qu'il réalise donc à un certain moment du temps pour justement attester l'évidence de ce progrès des connaissances et des pratiques, puisqu'il met ensemble, vous voyez, les sciences donc, et les techniques. Alors, vous verrez que ces exemples que choisit Baudin, je les ai lus et je les ai cités parce que nous allons les retrouver constamment. Constamment, les partisans des modernes invoqueront inlassablement quasiment les mêmes exemples. Et puis, donc, de ce point de vue, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous voyez aussi donc qu'ils vantent ces inventions du point de vue de leur intérêt économique, du point de vue de leur utilité pratique. Hein. Alors, en même temps, il hésite, mais je ne vais peut-être pas insister trop sur ce point, sur le fait qu'il n'abandonne pas tout à fait pour autant une conception cyclique du temps. Enfin, c'est un détail, je n'insiste pas davantage. Et je passe au second grand théoricien qui apportera quelque chose de nouveau par rapport à Baudin sur cette question du progrès, c'est Louis Leroy, qui va se livrer, lui, à l'apologie de la nouveauté. Alors Louis Leroy est sans doute pas très très connu, il est quand même auteur d'un ouvrage qui a eu un certain succès, de la vicissitude ou variété des choses de l'univers. Et il va, lui, s'attacher à, justement, invalider toutes les conceptions régressives et pessimistes du temps et de l'histoire, et il va légitimer le fait d'inventer, d'innover, de proposer des nouveautés. Et il va même l'élever au rang de prescription à valeur éthique. Alors, la position de Leroy, je la résume en 2 points. D'une part, il est faux de dire que les hommes se contentent de répéter toujours ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. C'est totalement faux. Hein. L'augmentation du savoir est évidente, autant que la réalité des inventions. Et deuxième aspect, alors qui n'est pas du tout chez Baudin, c'est un devoir moral que, justement, d'aller plus loin que les anciens, que d'innover, que d'augmenter les connaissances. Les hommes ont pour devoir, c'est une obligation anthropologique, de faire progresser les connaissances que leurs ancêtres leur lèguent, que leurs prédécesseurs leur lèguent. Hein. C'est-à-dire qu'il faut justement ne pas se contenter, selon Leroy, d'imiter, de refaire ce que les prédécesseurs ont fait. Il dit qu'il y a de la lâcheté à imiter, à reproduire. Les imitateurs perpétuels et toujours translateurs ou commentateurs cachés sous l'ombre de l'autrui sont vraiment esclaves. Voilà, on se fait esclave quand on se contente de répéter, n'ayant rien de généreux. Hein. Il faut avoir donc quelque chose de généreux, il faut prendre des risques, il faut prendre le risque de se tromper, mais il faut donc, plutôt que d'imiter servilement, aller plus loin que les anciens. Hein. Et donc, d'ailleurs, les anciens, eux, ils ont innové. Donc, faisons comme eux. Si on veut les imiter, faisons comme eux. Et imitons à notre tour. Inventons, pardon, c'est le contraire, à notre tour. Hein. Donc, nous devons, sans servilité, sans nous rendre esclaves de nos prédécesseurs, en étant conscients de nos forces et de nos capacités, tenter de répondre aux besoins de notre temps. Hein. Et d'autant que cette volonté d'innovation n'implique aucune ingratitude à l'égard des anciens. Hein. Il faut prendre appui sur eux,
c'est la vieille métaphore des nains sur les épaules de géants. Hein. Nous devons être des nains sur des épaules de géants, c'est-à-dire voir plus loin que nos ancêtres en prenant appui sur leurs épaules. C'est parce qu'on est monté sur leurs épaules qu'on voit plus loin qu'eux. Hein. Et donc, il y a cette espèce de chaîne de l'humanité qui permet donc de progresser constamment. Et non seulement nous avons le droit, non seulement c'est légitime d'inventer, mais c'est même notre devoir moral. Hein. Les hommes sont dotés de cette capacité innovatrice, et donc il faut qu'ils l'utilisent, il faut qu'ils la mettent à profit. Il faut donc qu'ils découvrent et qu'ils innovent. Et donc cette idée, il exprime, alors je lis ce texte parce que je l'aime bien, je le trouve très court, pour attester cette réalité de l'innovation, donc le roi essaie de transmettre comme un devoir moral à ses contemporains, il essaie de mettre en évidence cette réalité de l'innovation. Je dis, nouvelle terre, nouvelles mœurs, nouvelles formes d'hommes, mœurs, lois, coutumes, nouvelles herbes, arbres, racines, gommes, liqueurs, fruits, nouvelles maladies et nouveaux remèdes, nouveaux chemins du ciel et de l'océan non essayés auparavant, nouvelles étoiles vues. Et donc, le roi propose ainsi une conception tranquillement optimiste et linéaire du temps. Et il prétend, en plein XVIe siècle, qu'il n'y a jamais eu siècle plus heureux pour l'avancement des lettres, les lettres, il faut l'entendre au sens très large du savoir, que le présent. Non que ce siècle soit parfait, pour lui justement, puisque l'humanité ne cesse de progresser, aucun siècle et aucune époque n'est parfaite, mais malgré tout, notre époque, enfin l'époque de Louis le Roi, représente donc une amélioration par rapport au passé. Voilà. Alors, là encore, c'est dans le domaine des sciences, bien évidemment, si je puis dire, que cette évidence paraît s'imposer. Les calculations célestes ne se trouvent toutes justes. Vézal, observant curieusement l'anatomie, y a trouvé plusieurs points omis par Aristote et Galien. Donc, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la médecine, on constate que Vézal est allé plus loin qu'Aristote, qu'il est allé plus loin que Galien. Pline a apporté quelque chose de nouveau à l'histoire des animaux par rapport à Aristote. Et puis, d'autres penseurs aujourd'hui dépassent à leur tour Pline. Averroès écrit contre Galien, Galien contre Aristote, Aristote contre Platon. Voilà. Donc, sans cesse, il y a de nouveaux auteurs qui dépassent leurs prédécesseurs, et c'est très bien comme cela. Et c'est d'ailleurs conforme à notre humanité. L'humanité a pour vocation de progresser et non pas de stagner, de répéter indéfiniment la même chose. Donc, là, l'affirmation du progrès paraît claire, évidente. Alors, simplement, il faut bien que je l'avoue, aucun de ces deux auteurs ne prononce le mot. Le mot ne se trouve ni chez Bodin, ni chez le roi, mais je pense que quand même, je ne force pas trop les textes en leur faisant dire qu'ils affirment le progrès. Et donc, à leur tour, ceux qui vont suivre cette voie, qui vont emprunter à leur tour cette voie, vont reprendre tous ces arguments et tous ces exemples que je viens donc de rappeler. Mais justement, aussitôt émise, l'idée fait l'objet d'une contestation, et donc l'émergence de l'idée de progrès va de pair immédiatement avec sa contestation, plus ou moins radicale. Cette contestation, on en trouve un exemple chez Montaigne, qui utilise trois arguments essentiellement pour contredire la réalité du progrès. Un argument qui prend le contre-pied d'un des exemples préférés des partisans du progrès, la théorie de Copernic. Le XVIe siècle, c'est l'affirmation du système copernicien qui invalide le système astronomique de Ptolémée, et le système de Copernic est considéré comme justement une innovation et comme un progrès véritable, puisque Copernic nous donnerait une représentation beaucoup plus exacte, beaucoup plus fidèle
de l'univers, avec un soleil au centre de l'univers et une Terre en mouvement autour de ce centre, qui correspondrait donc à la réalité, donc qui serait vraiment un progrès. Alors, Montaigne utilise un argument un peu perfide, il faut dire, mais qui n'est pas totalement faux. Enfin, si, il est faux, mais... et il dit, mais de toute façon, Copernic n'a rien inventé. Hein. L'idée d'une Terre qui n'est pas le centre de l'univers, donc un univers héliocentré, l'univers héliocentrique de Copernic, Copernic est allé la chercher, cette idée, chez certains auteurs de l'Antiquité, en particulier le grec Aristarque de Samos. Et il faut bien dire qu'il n'a pas totalement tort, parce que Copernic lui-même l'a dit dans son épître dédicatoire du De Revolutionibus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a bien eu dans l'Antiquité quelques auteurs qui avaient imaginé cette hypothèse. Donc Copernic n'a rien inventé, donc il n'y a pas d'innovation. Hein. Tout était déjà chez les anciens. En même temps, le second argument consiste, alors ça c'est un argument qui va vous dire quelque chose aussi, consiste à dénoncer les conséquences fâcheuses, voire dramatiques, sur le plan éthique de certaines de ces innovations, dont on veut bien admettre la réalité, mais on dit attention, qu'est-ce que ça provoque comme conséquence? C'est l'argument qui nous est peut-être le plus familier, mais à l'époque, ça n'était pas le plus répandu. Alors, certains déjà s'interrogent sur le bénéfice qui a réellement résulté de la découverte de nouveaux continents et de l'invention notamment des armes à feu. Montaigne prend l'exemple du massacre des Indiens, qui a accompagné la conquête de l'Amérique par les conquistadors, ainsi que la découverte de la poudre à canon. Hein. Tout à l'heure, Baudin s'extasiait en disant quand même la poudre à canon, c'est autre chose que les catapultes. Oui, mais ça fait moins de morts, ça fait moins de blessures. Donc la poudre à canon, l'artillerie, ça n'est pas nécessairement une très bonne chose. Le médecin Ambroise Paré, par exemple, constatera les ravages que produisent les armes à feu, les blessures qu'on ne sait pas du tout traiter, qui sont donc des blessures tout à fait, elles aussi, bien sûr, nouvelles. Et donc, je ne suis pas sûre qu'Ambroise Paré voyait non plus l'invention de l'artillerie comme un véritable progrès. Et donc, utilité sociale de certaines de ces innovations, oui, pourquoi pas, mais on peut raisonnablement en douter. Et d'ailleurs, beaucoup étendent cette critique des innovations au domaine, par exemple, religieux ou politique. Hein, par exemple, les innovations de Luther, les innovations de Calvin, qui, sur le plan théologique, remettent en question les courants, le catholicisme, sont génératrices de querelles, de troubles, de factions, de guerres, de désordres. Hein. Donc les guerres de religion, les troubles politiques, tout ceci, ce sont les conséquences, directes ou indirectes, de certaines innovations. Donc on peut se méfier et se demander quel est l'intérêt véritable de ces nouveautés, hein, comme on les désigne à l'époque, et qui ne sont pas nécessairement bonnes en soi. Et enfin, ça c'est un argument plus épistémologique, même si l'on admet la réalité de ces innovations, les progrès du point de vue scientifique n'autorisent aucun triomphalisme. Pour Montaigne, vous savez, Montaigne est un sceptique, et pour lui la science humaine est fragile, elle est incertaine, et il n'y a pas lieu de la survaloriser. Mais si Montaigne donc se livre à ces critiques de l'innovation, c'est chez un autre auteur, alors plus tardif, là je fais un peu un saut dans le temps, mais c'est un auteur qui est... Alors je m'autorise ce saut dans le temps, parce que comme lui-même il est un peu régressif, ça nous rapproche du temps dont je vous parle. C'est un auteur qui est, là encore, je vous parle peut-être de gens qui ne sont pas très connus, Louis Dutens, qui est connu pour avoir édité l'œuvre philosophique de Leibniz. Et c'est chez Dutens qu'on peut trouver la négation la plus systématique de l'idée qu'il y ait eu un progrès des connaissances depuis
l'Antiquité et surtout à l'époque moderne. Selon lui, il n'y a depuis les débuts de l'époque moderne rien de nouveau sous le soleil, et on va trouver chez lui un plaidoyer tardif mais très intéressant contre les modernes et en faveur des anciens. Alors il essaie de balayer tous les arguments des modernes. Il a écrit un ouvrage dont le titre à lui seul est tout un programme, résume tout à fait ses positions. L'origine des découvertes attribuées aux modernes, alors attribuées, vous vous doutez, attribuées à tort, en réalité ce sont les découvertes des anciens, où l'on démontre que nos plus célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs connaissances dans les ouvrages des anciens, et que plusieurs vérités importantes sur la religion ont été connues des sages du paganisme. Donc il traite aussi l'aspect religieux, mais ça je n'en parlerai pas. Le seul aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect scientifique. Alors, il prétend être nuancé, il prétend faire la part des choses, reconnaître les mérites des anciens et aussi des modernes. En réalité, il ne reconnaît absolument pas les mérites des modernes, et il va passer son temps, son argumentation, à nier justement que les modernes aient ajouté quoi que ce soit aux découvertes des anciens. Alors, il utilise 3 types d'arguments. Un premier argument relativement conciliant. Dit d'accord, admettons que les modernes aient bien découvert des choses. Mais ces découvertes ne sont que le prolongement des inventions des anciens. Les anciens ont fait les premiers pas et les modernes se sont contentés d'aller plus loin dans la voie ouverte par les anciens. Et on sait que les premiers pas sont les plus difficiles, donc tout le mérite revient aux anciens. Voilà. Second argument qui revient sur ce qu'il vient de dire en disant finalement non, finalement ce n'est pas vrai, les modernes, il n'y a aucune originalité dans leurs découvertes, et les découvertes des anciens sont en réalité, des modernes, pardon, sont en réalité le fait des anciens. Donc c'est ce point d'ailleurs que développe essentiellement l'ouvrage. C'est-à-dire c'est un long catalogue assez étonnant où Dutin s'efforce de montrer que toutes les découvertes attribuées aux modernes sont des découvertes des anciens. Alors, l'héliocentrisme, j'ai déjà dit, on peut aller chez Aristarque de Samos. En effet, il avait imaginé que peut-être c'est le Soleil qui était au centre de l'univers et pas la Terre. La circulation du sang, selon lui, c'est pas arrivé, c'est Hippocrate qui l'a trouvé. Et donc, un catalogue interminable essayant de montrer que les découvertes des modernes sont toutes, en réalité, donc, chez les anciens. Et enfin, troisième argument, ça ressemble un peu à l'argumentaire du chaudron chez Freud, pour ceux qui connaissent l'argumentaire du chaudron, quand il ne peut plus nier l'innovation, alors toujours les mêmes, l'imprimerie, difficile quand même de trouver chez les anciens l'imprimerie. La poudre à canon, difficile aussi. La boussole, difficile. Le télescope aussi, on ne peut pas vraiment trouver cela chez les anciens. Alors il en atténue le plus possible la portée épistémologique. Et il explique que ces découvertes ne sont pas l'effet du génie des modernes, mais l'effet du hasard. Alors tout ça, ça a été découvert par hasard. Les modernes, donc, n'ont aucun mérite particulier, ou bien ça résulte de l'expérience de quelques artisans ignorants. Voilà. Donc il s'agit de réduire le plus possible le génie des modernes. Les modernes n'ont aucun génie, et grâce à Dieu, grâce au hasard, ils ont fini par ils ont découvert des choses, mais vraiment, il n'y a pas lieu de les en féliciter. Voilà. Alors, donc, Dutin s'efforce, s'acharne pour montrer que vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'a pas avancé. C'est toujours le précepte incantatoire de l'Ecclésiaste qui est censé clore le débat. Et donc on pose la question, et on la pose jusque dans les années, les premières années du XVIIe siècle. Tout à l'heure a été rappelée la thèse que j'ai faite sur les conférences du bureau d'adresse. Et dans les conférences du bureau d'adresse, c'était des conférences donc, qui se tenaient en public et que Théophraste Renaudot donc, avait organisé à Paris. Elles se tenaient toutes les semaines et on débattait de questions. Plusieurs intervenants venaient débattre de questions
extrêmement variées, extrêmement larges, extrêmement différentes. Et notamment, il y a une question qui s'intitule, dans une des conférences, pendant 1h30, ils débattent pour savoir s'il n'y a rien de nouveau. Voilà. Donc c'est vraiment, est-ce que la nouveauté existe? Est-ce que ça a une réalité ontologique? Et alors, ces conférences étaient très polémiques, enfin argumentatives dans des sens différents, et donc certains disent bah oui, il y a des nouveaux, et d'autres qui disent non, etc. Donc vous voyez, dans les années 1640, on n'est pas sûr encore qu'il y ait quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, question très polémique encore, question qui reste très polémique. Alors voilà, c'est ce retour aux origines que je voulais commencer par opérer pour montrer comment cette idée du progrès a difficilement émergé et pour montrer, alors peut-être, ce que je vais montrer maintenant, en allant peut-être plus vite, c'est que justement cette approche très polémique de la question du progrès, on ne va pas cesser à toutes les époques, alors là je vais faire peut-être un peu un catalogue, mais tant pis, en progressant dans le temps, on ne va pas cesser de voir s'opposer ainsi adversaires et partisans du progrès. Alors, j'ai commencé au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, qui affirme le progrès? Bacon. Le chancelier Bacon, l'anglais Bacon, est un des grands théoriciens du progrès. C'est un de ceux qui ont justement fortement insisté sur le fait que les navigateurs, ou à l'exemple des navigateurs qui depuis les débuts de l'époque moderne ne cessent de découvrir de nouvelles terres, les savants, qui ne bougent pas nécessairement, qui ne naviguent pas nécessairement, mais découvrent de nouveaux continents dans l'ordre symbolique, en construisant de nouvelles connaissances. Et en même temps, alors, cette affirmation du progrès, évidemment, s'enrichit. On va plus loin. On ne se contente pas de dire « oui, il y a du progrès ». On s'interroge aussi, et Bacon s'interroge, sur ce qui peut provoquer, ce qui peut faciliter, plutôt, le progrès. Et il s'interroge sur l'origine des erreurs, tout ce qui entrave le développement de la connaissance humaine. C'est-à-dire qu'il s'interroge sur l'origine des superstitions, des fables. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'humanité n'arrive pas d'emblée et facilement à la vérité. Donc, qu'est-ce qui entrave la construction des vraies connaissances? Et ce qui est très intéressant aussi chez Bacon, mais c'est peut-être une idée que je n'exploiterai pas trop, mais il s'est interrogé sur les conditions politiques de l'avancement des savoirs. Bacon est le premier qui investit l'État de la fonction de financer et d'organiser la recherche. C'est lui qui imagine le premier, ce qu'il a baptisé la maison de Salomon, c'est-à-dire un lieu destiné, financé par l'État, dans lequel l'État permettrait de réunir des bibliothèques, des laboratoires. Alors des laboratoires parce que justement on commence à construire la science avec des instruments, et donc il faut aussi financer l'acquisition de ces instruments. Et dans cette maison de Salomon, les chercheurs se réuniraient et donc feraient progresser le savoir dans la mesure où l'État mettrait à leur disposition tous les moyens, justement, de faire progresser ces connaissances. On retrouve en France cette idée aussi du progrès, elle est théorisée magnifiquement, je suppose que beaucoup connaissent ce texte, par Pascal, dans la préface au traité du vide, c'est-à-dire que Pascal montre en effet que ce progrès des connaissances humaines est incontestable, et en même temps, lui montre de préférence que ce progrès, justement, est intrinsèque à l'homme, que c'est dans la perfectibilité de l'homme que l'on trouve l'origine de cette capacité à progresser. Mais en même temps, chez Pascal, chez Bacon, je crois qu'on ne trouverait pas la controverse, mais même chez Pascal, on trouve tout de suite quand même cette ambiguïté. Pascal dit le progrès existe, le progrès est réel, le progrès même est légitime. Et la preuve, c'est que moi, j'ai fait progresser la connaissance en affirmant l'existence du vide par rapport aux anciens qui le niaient.
Mais en même temps, il revient sur, en quelque sorte, ces affirmations en disant, mais de toute façon, le progrès des connaissances, ça n'a aucun intérêt, ce qui compte, c'est le salut, hein, et donc on ne va pas se préoccuper, outre mesure, de ces connaissances qui pourtant sont, en effet, en progrès constant. Un autre temps fort que je voudrais évoquer, après le XVIIe siècle, c'est les Lumières. Et montrer qu'à l'âge des Lumières, à l'époque des Lumières, au siècle des Lumières, on trouve de nouvelles affirmations de la notion de progrès. Cette notion va se charger de significations nouvelles, mais en même temps, on va trouver aussi de nouvelles hésitations face à l'affirmation de ce progrès. Alors, en général, d'ailleurs, on tient surtout, je pense, le siècle des Lumières comme le siècle où c'est vraiment affirmé cette notion de progrès. C'est-à-dire que les savants, les philosophes des Lumières, ceux qui ont participé surtout à l'aventure de l'encyclopédie, sont convaincus apparemment que grâce aux efforts accumulés de tous ces grands hommes, dont la liste s'accroît sans cesse, Descartes, Kepler, Huygens, Newton, Harvey, Pascal, Malebranche, etc., le progrès des sciences est désormais incontestable. C'est ce que montre notamment d'Alembert dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, qui est justement cette démonstration, preuves à l'appui, si je puis dire, auteur après auteur, de la réalité du progrès, qui, pour d'Alembert d'ailleurs, ne commence vraiment qu'à partir du XVIIe siècle. Le XVIe siècle est un peu plus hésitant, mais à partir du XVIIe siècle, aucun doute, ce progrès est absolument incontestable. Donc, on ne trouve guère, je crois, mais on peut toujours peut-être trouver, mais au XVIIIe siècle, à part Dutens, dont je viens justement de parler, de gens qui nient la réalité du progrès. Mais ce qui est important, donc, surtout au XVIIIe siècle, je l'ai dit, c'est que cette notion va se charger de significations nouvelles. Alors, d'abord, mais ça je n'y insisterai pas, on commence à réfléchir sur les raisons pour lesquelles ce progrès a été possible, hein. C'est-à-dire essayer de comprendre comment l'humanité a pu s'arracher à l'erreur dans la mesure où l'humanité a longtemps erré en proposant des systèmes qui se sont avérés faux et donc qui ont été remplacés par des nouvelles représentations plus proches, semble-t-il, de la nature des choses. Alors, progrès donc de l'observation, progrès de l'expérience, je ne dirais pas de l'expérimentation, c'est un peu anachronique, le terme n'apparaîtra que plus tard, émergence de l'idée d'une nature soumise à des lois, d'une nature soumise à des lois accessibles à la raison et non pas soumise à des principes occultes, etc. Tout ceci a permis, selon les philosophes des Lumières, de progresser dans la connaissance de la nature. Mais pour eux aussi, le progrès du savoir, c'est aussi l'exercice de la raison de la part des hommes, c'est-à-dire c'est un progrès sur le plan moral. L'humanité n'a pas progressé uniquement sur le plan donc, théorique, elle a surtout, et elle est en train de progresser moralement, parce que l'humanité est en train de s'émanciper, à la fois sur le plan philosophique, politique et religieux, et que donc cette humanité va pouvoir se délivrer enfin de tout fanatisme, des préjugés, des superstitions, de l'Église, du pouvoir politique, etc. Et pour les encyclopédistes, c'est surtout un programme que cette libération, que cette affirmation donc d'une humanité qui exerce pleinement ses facultés, enfin, ce qu'elle n'a pas toujours fait. Donc, à la fin donc, du XVIIIe siècle, les sciences, je crois, suscitent très largement des attentes nouvelles, celles de non seulement faire la preuve de leur capacité explicative, mais celles de transformer véritablement les conditions de la vie humaine en favorisant l'émancipation globale des hommes, intellectuelle, morale, politique
et sociale. Mais vous savez très bien aussi qu'au siècle des Lumières, le message n'est pas unanime. Ce message un peu triomphaliste a toujours été partiellement corrigé par les encyclopédistes eux-mêmes, qui ont toujours dit attention, progrès certainement, mais il y a toujours des risques de régression, de rétrogradation. Si on lit Condorcet convenablement, on se rend compte qu'il n'est pas aussi unilatéralement partisan d'un progrès incontesté. Donc, méfiance. Mais surtout, je suppose que tout le monde pense maintenant au contrepoint à ce discours qu'a tenu Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui fait un peu figure de chien dans un jeu de quilles à propos du progrès des sciences et des arts. Et donc, c'est la position de Rousseau qui est très, très complexe, très difficile à cerner avec une parfaite exactitude, mais qu'il a énoncé dans son premier texte paru, le premier discours sur les sciences et les arts, qui a été un coup de tonnerre. Rousseau a exprimé en effet dans le discours sur les sciences et les arts une position tout à fait singulière et a été à l'origine de la légende d'un Rousseau adversaire résolu des sciences et des arts, et donc du progrès des sciences et des arts. Alors, vous savez sans doute que ce discours a suscité une littérature innombrable. Rousseau lui-même a répondu, n'a cessé de répondre aux objections qu'on lui a faites, et il a, en répondant à ces objections, résumé la façon dont ses contemporains l'ont lu. Alors, il aurait dit, et bien sûr, il ne reprend pas à son compte ce discours, mais il aurait dit « La science n'est bonne à rien et ne fait jamais que du mal, car elle est mauvaise par sa nature. Elle n'est pas moins inséparable du vice que l'ignorance de la vertu. Tous les peuples lettrés ont toujours été corrompus. Tous les peuples ignorants ont été vertueux. En un mot, il n'y a de vice que parmi les savants, ni d'homme vertueux que celui qui ne sait rien. Il y a donc un moyen pour nous de redevenir honnêtes gens, c'est de nous hâter de proscrire la science et les savants, de brûler nos bibliothèques, fermer nos académies, nos collèges, nos universités, et de nous replonger dans toute la barbarie des premiers siècles. Voilà, ça c'est le résumé, selon Rousseau, qu'on a fait de sa pensée. Et il a toujours dit, mais je n'ai jamais dit ça. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a bien dit que, c'est ce qui fait toute la difficulté quand même, et l'ambiguïté de son discours, que le rétablissement des sciences et des arts, le rétablissement après la Renaissance, après le Moyen-Âge, c'est de la Renaissance, après le Moyen-Âge, âge de ténèbres, etc., on a rétabli les sciences et les arts au moment de la Renaissance, et ce rétablissement, dont tout le monde s'est félicité, d'avoir effectivement être sorti de la barbarie médiévale, ben pour lui, ce rétablissement n'a pas du tout contribué à épurer les mœurs. Bien au contraire, les mœurs des hommes se sont corrompues au fur et à mesure que les sciences et les arts progressaient. Et inversement, la vertu et l'ignorance, si on les considère au niveau des peuples et non des individus, sont toujours allés de pair. Les sciences et les arts s'enracinent dans nos vices, les théories scientifiques répondent à des questions parfaitement inutiles, tandis que les écrivains obscurs, les lettrés oisifs, sapent les fondements de la foi et anéantissent la vertu. Alors ça, il a dit, incontestablement. Mais, dit-il, ça n'est pas la totalité de ma pensée. Je n'ai jamais dit que ça. J'ai dit ça, mais je n'ai pas dit que ça. Puisqu'il a aussi affirmé la valeur anthropologique de la démarche prométhéenne de découverte des secrets de la nature. Autrement dit, l'homme se réalise dans son humanité en découvrant ses secrets. Il a admis que cette démarche a retrouvé sa vigueur depuis la Renaissance, qui a vu l'Europe sortir de la barbarie médiévale. Alors ça c'est l'utopos, je ne dis pas que l'époque médiévale est barbare, c'est l'utopos classique. Et les mœurs se sont polissées sous l'effet du progrès des sciences et des lettres. Donc il aurait reconnu volontiers, et il le dit, que la science est très bonne en soi, que la science prise de manière abstraite est belle, et même sublime,
parce que sa source, l'entendement divin, est pur, et parce que sa fin est louable, que la science et la vertu chez les individus n'étaient pas du tout incompatibles, qu'un homme peut donc parfaitement être savant et vertueux à la fois, fort heureusement, et même chez les vrais savants, chez quelques génies comme Bacon, Descartes ou Newton, science et vertu ont été réunies pour le bonheur du genre humain. Et que si les mœurs des peuples se sont corrompues sous l'effet du progrès des sciences et des arts, il est inutile pour autant d'envisager de brûler les bibliothèques et de détruire les académies, qui, une fois les peuples corrompus, peuvent contribuer à adoucir les mœurs et pallier en partie cette corruption généralisée. Autrement dit, il n'a jamais dit que pour sauver les mœurs, il fallait retourner à une ignorance primitive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il importe de faire, c'est qu'après s'être aperçu que grâce à quelques grands hommes, alors ça c'est un tournage classique, les grands hommes de l'histoire des sciences, nous avons accédé à nombre de sublimes connaissances. Alors les sublimes de connaissances, c'est la théorie de Copernic, c'est la théorie surtout de Newton, enfin encore plus, surtout peut-être pas, mais encore plus, la théorie de Newton, etc. Bon, il ne dit pas du tout que ce n'est rien, que c'est négligeable, que ce sont des théories dont on peut faire bon marché. Il faut s'en féliciter, mais il faut en relativiser l'importance, dans la mesure où ces connaissances sublimes ne sauraient à elles seules, en elles-mêmes et par elles-mêmes, et c'est là sans doute que se marque la différence avec les encyclopédistes, contribuer au progrès moral de l'humanité. C'est-à-dire qu'il reproche aux encyclopédistes, alors il faudrait voir si le reproche est légitime ou pas, mais il reproche aux encyclopédistes de penser que le progrès moral suivra presque mécaniquement le progrès des connaissances. Or, pour Rousseau, c'est tout à fait contestable. Et donc, le progrès moral de l'humanité ne va pas résulter, et n'a pas résulté nécessairement du progrès des connaissances. Et c'est ce progrès qui importe à Rousseau. Un peu comme Pascal dit, bon, c'est très bien, on progresse, on sait de plus en plus de choses, mais ce qui importe, c'est le salut. Alors, pour Rousseau, ce n'est pas le salut dans l'au-delà, mais c'est le progrès moral de l'humanité. Et donc, les encyclopédistes n'ont pas envisagé cette dimension morale du progrès des connaissances, ou du moins s'ils l'ont envisagé, pour lui, ils l'ont mal envisagé, ils n'ont pas... l'homme n'est pas destiné à faire des sciences. La destination de l'homme, elle est politique, elle est morale. L'homme doit connaître ses devoirs, exercer ses devoirs, et les sciences, de ce point de vue, ne servent pas à grand-chose. Ce ne sont pas les connaissances scientifiques qui nous aideront à progresser. Voilà. Donc, il ne faut pas compter sur le progrès des Lumières pour que le perfectionnement moral s'ensuive. Donc, on peut toujours essayer de faire progresser nos connaissances, mais il faut surtout se préoccuper de progresser moralement. Voilà. Et donc, de ne pas s'attendre à ce que ce progrès arrive tout seul. Alors là, je vois que j'ai quand même passé pas mal de temps. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais je vais vous le résumer parce que je crois qu'il ne faut pas abuser de la patience et que vous avez peut-être des questions à poser, des questions sur des thèmes que je n'ai pas encore nécessairement abordés. Ce qu'on pourrait montrer, donc, c'est que constamment au cours du temps, je l'ai dit un peu par avance, mais on va le retrouver au XIXe siècle avec le positivisme, on va le retrouver au XXe siècle avec le relativisme cognitif, cette balance entre partisans du progrès et adversaire du progrès ne va pas cesser d'être une réalité. Par exemple, au XIXe siècle, c'est à la fois le siècle du positivisme, c'est le siècle où on est convaincu que le progrès des sciences, et alors là, il est plus qu'incontestable, que la science va remplacer la métaphysique, que la science va remplacer la religion, que l'avenir de la science, c'est l'avenir de l'humanité, que c'est la science qui va résoudre tous les problèmes de l'humanité, que justement ce progrès dont Rousseau doutait fortement, ce progrès moral et politique, social et moral dont Rousseau doutait fortement qu'il résulte du progrès des sciences, beaucoup ne doutent pas qu'il va en résulter, mais en même temps, on voit s'affirmer au siècle de l'affirmation de la valeur incontestable de la science,
des voix discordantes qui disent que en fait c'est tout à fait contestable et que ce progrès des connaissances n'est pas du tout une évidence. Alors, exemple, c'est enfin ça peut paraître un paradoxe, mais c'est un paradoxe depuis le début. À la fin du XIXe siècle, sont énoncées des théories scientifiques qui vont bouleverser les connaissances acquises. Les géométries non euclidiennes, la théorie de la relativité, etc. etc. Et alors il y a deux façons de voir les choses. Pour certains, évidemment, c'est la preuve, une fois encore, de la capacité inventive de l'esprit humain. C'est la preuve que les hommes sont capables de produire des connaissances remarquables, mais c'est aussi, paradoxalement en apparence, l'origine de ce qu'on a appelé la crise de la science. La crise de la science, c'est-à-dire que certains disent, mais vous voyez, les théories comparées qui nous semblaient les mieux assises, les plus certaines, Newton, la géométrie d'Euclide, et qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que la géométrie d'Euclide? Qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que les théories newtoniennes? Eh bien, ces théories, elles peuvent être remises en question. Et donc, pour certains, la science de la fin du XIXe siècle devient un champ de ruines. C'est peut-être une formule un peu brutale, mais on a beaucoup d'épistémologues qui, du coup, remettent en question la valeur de la science, et on voit de plus en plus s'affirmer l'idée que ce qu'on pensait être le gain le plus avéré de la science, à savoir qu'elle nous livre la vérité, eh bien la science ne nous délivre pas la vérité. Elle nous délivre des connaissances fragiles, qui sont constamment remises en question, qui n'ont pas de valeur absolue, et qui n'ont justement de valeur que relative. Alors, le problème, c'est que, et ça, la question aurait pu être posée depuis le début, mais je la pose maintenant parce qu'elle se pose peut-être mieux dans ce contexte, c'est que cette condamnation, enfin, cette remise en question de la valeur de la science, elle est aussi nettement idéologique. Là, il faudrait évoquer le contexte dans lequel se déroule ce débat autour de la valeur de la science, débat entre républicains et conservateurs, entre catholiques et libres penseurs, ceux qui proclament la faillite de la science, comme Brunetière, comme Édouard Leroy, de façon un peu moins revendicative, ce sont souvent des catholiques militants, trop heureux de dénoncer les failles de la science et de surtout montrer que certains ont peut-être un peu trop rapidement proclamé que la science allait faire pièce à la religion, allait faire pièce à d'autres représentations de l'univers. Et donc, ils profitent de cette crise de la science pour réaffirmer la validité des doctrines métaphysiques et religieuses. C'est toujours, d'ailleurs, sur les limites de la science qu'on fonde, depuis Kant, depuis Pascal, les limites des doctrines scientifiques. Et au XXe siècle. Alors au XXe siècle, là encore, nous avons de très beaux exemples, si j'ose dire, de remise en question de la valeur de la science. Alors on a toujours la même balance. Parmi les partisans du progrès scientifique, on a Bachelard, par exemple. Et Bachelard, justement, quand il parle des géométries non euclidiennes dont je vous parlais, quand il parle de la théorie de la relativité, c'est pour exalter ces théories en disant, vous voyez, comme l'esprit humain est capable justement de toujours innover, de toujours inventer. Et donc, pour Bachelard, l'histoire des sciences atteste sans la moindre hésitation le progrès, la capacité de l'esprit humain donc à innover, et donc c'est une victoire de la rationalité sur l'irrationalité, etc. Mais justement, au XXe siècle, après cette espèce d'hymne à la capacité inventive de l'esprit humain que l'on trouve chez Bachelard, on a des exemples, de très nombreux exemples, de théoriciens qui ont justement tenté de remettre en question, ils ont plus que tenté, ils ont remis en question cette notion du progrès. Alors il y a deux auteurs très très célèbres,
Certains d'entre vous y pensent peut-être, mais je ne peux pas entrer dans le détail, mais on pourra en discuter ensuite. C'est d'une part l'américain Thomas Kuhn, hein, qui dans la structure des révolutions scientifiques a contesté la réalité de l'idée de progrès, alors à l'aide d'arguments qui ne sont plus du tout évidemment ceux que j'ai déjà évoqués, ceux de Dutens, etc. Mais c'est intéressant parce que Thomas Kuhn lui-même c'est un physicien, hein, ce n'est pas du tout un esprit obscurantiste ignorant, c'est un physicien, mais il refuse absolument de poser la question de l'histoire de la science en termes de progrès. Et alors maintenant, justement, ce qu'il y a peut-être de nouveau au XXe siècle, c'est, je dirais, presque dans une bonne intention. Dans une bonne intention, c'est-à-dire dans l'intention d'en finir avec une certaine conception, justement, de l'histoire de la science qui a consisté à faire un tri dans l'histoire des sciences d'une façon un peu péremptoire et peut-être pleine de superbe, au sens de pleine d'orgueil, c'est-à-dire qu'il y a eu cette tendance à rejeter les anciennes théories scientifiques, comme par exemple justement le géocentrisme, hein, dire Ptolémée, ben, tout ça c'est pas terrible, la théorie de la génération spontanée, c'est pas terrible non plus, c'est faux, hein, et de considérer justement que toutes ces vieilles théories, alors celle d'Aristote, celle de Paracelse, celle justement que je viens d'évoquer, la génération spontanée, je ne sais plus qui, Aristote bien sûr, suis-je bête, c'est lui qui l'a énoncé, sont la preuve d'une certaine forme d'infantilisme en disant oh, vous voyez, l'humanité s'est débarrassée de ces vieux oripeaux, de ces vieilles théories. Et il dit, mais tout ça, il faut aller voir de plus près. Il dit qu'il a découvert une nouvelle façon, enfin en lisant les théoriciens français, Hélène Metzger, etc., Coiré, mais aussi en lisant Aristote. Alors Aristote, bien sûr, les théories scientifiques d'Aristote, elles ont été dépassées, hein, justement par tous ces scientifiques, par Pascal qui a dit qu'il n'y a pas d'horreur du vide, par Pasteur qui a montré qu'il n'y a pas de génération spontanée, etc. Des théories d'Aristote, scientifiques d'Aristote, il ne reste rien. Et pourtant, il dit, mais Aristote, c'est génial. Hein, Aristote, c'est remarquable, ce qui est vrai. Hein. Aristote, quand on lit Aristote, évidemment, c'est faux. Évidemment, ça n'est pas vrai. Évidemment, il s'est trompé. Mais notamment ses observations des animaux, etc., il pose des questions extrêmement pertinentes, etc. On ne peut pas le jeter aux poubelles de l'histoire. Hein. Et même chose pour Ptolémée. Hein. La Mageste, hein, c'est faux, évidemment, d'une certaine façon, mais c'est une construction remarquable, une construction théorique absolument remarquable. Et donc, ce contre quoi Kuhn veut protester, c'est contre cette façon de rejeter avec un certain dédain hein, ces théories scientifiques qui méritent que l'on s'y intéresse. Et donc, lui, il pose le principe qu'il n'y a pas de progrès quand on passe d'une théorie à l'autre. Il y a simplement le fameux changement de paradigme. Hein. Et donc, il y a d'autres façons de faire de la science. Il y avait celle d'Aristote, puis il y a eu celle des physiciens du XVIIe siècle, puis il y a eu celle de Newton. Hein. Et entre ces différentes façons de faire de la science, il n'y a pas de progrès à proprement parler, parce que ces paradigmes sont incommensurables. Hein. Et donc, on ne peut pas les comparer véritablement. Voilà. Donc, il refuse d'affirmer l'existence du progrès. Alors, on lui a dit, mais quand même, Einstein, c'est quand même plus juste, plus vrai, etc. Alors, du bout des lèvres, hein, il a reconnu que peut-être il y avait quand même un peu un progrès quand on passait de la théorie de Newton à celle d'Einstein. Mais vous voyez, l'intention, elle est intéressante quand même. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une négation stupide du progrès en disant rien ne change, les anciens ont tout dit, tout dit. C'est autre chose, c'est intéressant. Et on retrouve quelque chose d'intéressant peut-être dans la négation du progrès scientifique chez un autre auteur qui est peut-être celui qui, encore plus que Kuhn, a nié l'existence d'un progrès, c'est Paul Feyerabend. Hein.
qui est lui aussi alors un physicien, ce qui fait qu'on ne peut pas l'accuser de ne pas savoir de quoi il parle. Hein, il était physicien, donc il savait très bien de quoi il parlait, et qui a écrit des ouvrages au titre provocateur, Adieu la raison, hein, contre la méthode, mais qui a fourni, qui a proposé des théories. Alors je ne dis pas que je les approuve, mais je dis qu'elles sont intéressantes, parce que lui aussi donc nie complètement qu'il y ait un progrès scientifique. Pour lui, donc, il ne parle pas du tout de paradigme, ses références théoriques ne sont pas du tout celles de Kuhn, mais il dit qu'il ne voit pas pourquoi il rejetterait comme dépourvu d'intérêt justement la théorie de Ptolémée, le géocentrisme, etc. Tout ça mérite d'être qu'on s'y intéresse. Même chose, alors lui va... alors, tout ça parce que son intention est très précise. Il compare surtout la science du point de vue de la civilisation. Et vous allez voir pourquoi. Son intention est très claire. Il dit pourquoi, par exemple, rejeter le vaudou. Hein, alors, tout le monde est convaincu que le vaudou, c'est une pure spéculation et que ça n'a pas de vérité du point de vue médical. Hein, donc, les opérations à main nue, etc. Ou la médecine traditionnelle chinoise. On est peut-être là dans un autre registre. On peut peut-être reprocher qu'il met ensemble des choses qui se ressemblent peut-être pas tout à fait. Mais donc, pour lui, pas de progrès du point de vue de l'histoire. Hein, sur ce plan dans l'histoire de l'esprit humain, il n'y a pas donc de progrès quelconque. Et en même temps, on va invoquer, on va dire oui, mais justement, la science occidentale, parce que c'est ça son problème, la science occidentale, elle produit quand même des résultats que ne produisent pas le vaudou, hein, ou les théories du vaudou, ou la médecine traditionnelle chinoise. Hein. Mais il dit, bon, là il ressemble un peu, il retrouve un peu les arguments de Lutin, il dit peut-être uniquement l'effet du hasard. Alors, qu'est-ce qui est au fond de sa pensée? Pourquoi est-ce que je crois à son plaidoyer? C'est clair par justement les exemples qu'il prend. Je pense que ce qui est pour lui surtout l'objet de sa critique, c'est la science occidentale et surtout l'affirmation de la supériorité. Hein. Pas la science occidentale en soi, mais l'affirmation de la supériorité que l'Occident, que les savants occidentaux, que l'Occident se parle, se vante de sa science en disant toutes les autres civilisations n'ont pas été capables de produire des résultats aussi performants que les autres cultures. Donc pour lui, hein, eh bien, il faut mettre la Bible, le vaudou, tout ça, sur le même plan que Einstein et que la théorie de la relativité, etc. Et donc il n'y a pas de supériorité de la science par rapport ni occidentale, bien sûr, hein, ni par rapport à d'autres formes de savoir. Hein. La science occidentale n'est pas du tout l'incarnation de la rationalité et de la vérité. Hein. L'histoire des sciences témoigne que des théories, justement, qui paraissaient absurdes, ont finalement triomphé. Hein. L'hypothèse du mouvement de la Terre, ça paraissait tout à fait absurde, et pourtant, c'est cette hypothèse qu'il faut retenir. Donc, il ne faut pas dire ça c'est absurde, hein. Il ne faut pas décréter que des théories ne valent rien, il faut être extrêmement prudent de ce point de vue. Voilà. Donc, vous voyez là une remise en question du progrès scientifique qui part, si j'ose dire, d'un bon sentiment, puisque c'est quand même dans une perspective de relativisme culturel hein, que cette affirmation est faite. Alors, dernière question que je vais suggérer, puis on discutera peut-être. Voilà, j'ai dit que je ne poserai pas la question d'une façon que vous attendiez peut-être, à savoir poser la question de savoir si le progrès des sciences et des techniques représente ou non une amélioration qualitative du point de vue des conditions de la vie humaine, ou s'il représente un danger réel pour les individus, pour les peuples, voire pour l'espèce humaine en général. Et nous avons vu que cette question, même si ce n'est pas celle sur laquelle j'ai mis l'accent, a été posée très rapidement, hein, puisque Montaigne déjà disait « oui, c'est bien beau, mais la découverte de l'Amérique, ça s'est traduit par l'extermination des Indiens, donc bon, c'est un progrès si on veut. Hein.
très relatif. Et donc, est-ce que le bonheur de l'humanité résulte immanquablement du progrès des sciences et des techniques? Alors, on la trouve, cette question, posée dans un roman que certains d'entre vous connaissent peut-être, un roman d'un Anglais, Roy Lewis, qui s'intitule, en français, bien sûr, c'est la traduction du titre, « Pourquoi j'ai tué mon père ». Et l'on voit, alors c'est ça qui est assez amusant, ce jeu, dès la préhistoire, sont opposés deux personnages, le père du narrateur, donc le fameux père qui a tué le narrateur, qui est, si l'on peut dire, un chercheur, avec tous les guillemets qui s'imposent avant la lettre, hein, oui, un chercheur avant la lettre, et l'oncle du narrateur, qui lui est hostile à toutes les innovations. Hein. Et alors que l'humanité, justement, est en voie de formation, alors que les hominidés commencent à se distinguer des grands singes en adoptant la station debout et en cessant de vivre dans les arbres, refusent catégoriquement toutes ces nouveautés. Hein. Et son mot d'ordre, c'est « back to the trees hein ». Il faut remonter dans les arbres, il faut retourner dans les arbres, il faut tourner le dos au progrès, parce que c'est vrai que le père du narrateur, qui invente toutes sortes de choses, le feu notamment, en même temps, évidemment, provoque des catastrophes. Hein. Alors il met le feu à la savane parce qu'il a inventé le feu. Donc il y a l'innovateur qui, dans les innovations, ont souvent des conséquences tragiques, et l'adversaire du progrès qui profite de ces conséquences tragiques pour dire on retourne en arrière hein, et on remonte voilà, sur les arbres. Alors voilà, est-ce qu'il faut donc tourner le dos au progrès? Est-ce qu'il faut remonter dans les arbres? Est-ce qu'il faut revenir en arrière hein? C'est aussi des questions que l'on pourrait poser, évidemment. Alors là, je n'ai pas de réponse, vous vous en doutez. C'est la question qu'on ne cesse de poser à l'heure actuelle. C'est une autre question. Hein. Voilà, et je vais en rester là. Et je pense que j'ai soulevé suffisamment de questions pour qu'on en débatte ensemble. Merci. Vous êtes très concis, très méticuleux. Et bon, je suis plutôt de ceux qui penchent dans le sens de la version positive du progrès. Mais ce progrès, au XXIe siècle, moi je le vis comme très déconcertant. Parce que, prenons des exemples tout simples. Les évolutions technologiques, mettons en matière de musique, quand on est passé de l'analogique du disque, donc du gravage dans la cire, à l'analogique conceptualisée, et maintenant au numérique, et même le numérique serait dépassé à l'heure actuelle. Donc, dans ton esprit, tu te prépares sur un sujet, et pof, on te pose une autre question. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui est un facteur de crispation par rapport à l'idée de progrès. Et j'ai du mal à entrevoir, en quelque sorte, comment tout cela va, vers quoi cela va aller. Voilà. Je ne vois pas les avantages. La question, je crois, si on pose la question de vers où ça va, c'est forcément de savoir qui est à l'origine de cette utilisation, de la direction qu'on donne aux recherches, etc., etc. Et ça, c'est une vaste question qui est politique. Je crois qu'il voilà. Là, il faut prononcer les mots qu'il faut prononcer. Voilà. Mais comme je n'ai pas voulu, volontairement, je n'ai pas abordé la question de cette façon parce qu'elle me paraît tellement complexe et tellement vaste que je ne savais pas trop par quel bout la prendre. Tandis qu'en prenant la question par le bout où je l'ai prise, c'est beaucoup plus facile à circonscrire, hein, parce que sinon, il faut refaire le monde, là, il faut poser des questions qui sont des questions que je veux bien poser, c'est pas que je ne veux pas du tout les poser, mais j'ai parlé de Trump au début, qui, lui, décide que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, donc qui invalide les conclusions des savants, donc qui n'en tient pas compte, des théories scientifiques. Ah pardon, merci. Donc je dis que Trump nie le réchauffement climatique, ou du moins s'appuie sur un certain nombre de théoriciens, de gens qui disent hein, que ce réchauffement climatique n'existe pas.
Mais là, je crois que c'est très gros. Enfin, je peux dire, ça n'est pas une question scientifique, ça n'est pas, il s'en moque de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. Ce qu'il veut, c'est continuer à servir les intérêts des lobbies de l'énergie. Bon, ça, c'est tellement transparent que ça ne mérite même pas qu'on s'y attarde peut-être davantage. Non, bon, mon époux donne deux lignes de la tête et a l'air de dire que si ça mérite qu'on s'y attarde davantage. Bon, non, mais là, c'est énorme. Enfin, je veux dire, Trump, il s'en moque de ces questions de la réalité du progrès. Hein. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il ait des théories qui servent ses intérêts, voilà, ce qu'il a envie de faire. Mais ça, c'est quand même la caricature. Hein, je pense que... Alors, la caricature, peut-être pas. Pas toujours. Peut-être très souvent, on utilise des théories qui servent là aussi ses intérêts, je ne sais pas. Alors, il y a des choix. Il y a plusieurs aspects à voir, effectivement, je pense. On pourrait considérer, d'une façon simple, que les découvertes scientifiques sont une bonne chose en soi, comme le pensait Rousseau, je pense. Mais que le problème, c'est quel usage on en fait. Or, l'usage qu'on en fait, c'est une question qui dépasse la science, qui est une question à la fois morale et politique. Bien. Mais il y a aussi une autre question qui pourrait se poser. Est-ce que malgré tout, dans ce formidable développement des techniques et des sciences qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque que, malgré la bonne volonté qu'on peut avoir, un peu les choses nous échappent? C'est-à-dire que c'est un peu l'apprenti sorcier. Hein. C'est-à-dire que malgré la bonne volonté, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces inventions échappent à la volonté humaine? Fut-elle bonne? Hein. Donc là, c'est pour ça que la question devient très complexe. Alors, ça veut dire quel contrôle peut-être plus démocratique, plus pluraliste peut-on exercer sur l'usage des inventions et des découvertes. Oui. À anticiper ce qui va en résulter, mais ou plutôt l'usage qu'on en fait, mais est-ce que même dans certaines des découvertes, ceux qui les font peuvent envisager toutes les applications ou toutes les conséquences qui peuvent en résulter? Je n'en suis pas sûre. Hein. C'est-à-dire que on ne sait pas du tout, c'est dans ce sens qu'on est des apprentis sorciers, ou que certains savants sont peut-être des apprentis sorciers, ils cherchent toujours à connaître mieux, sans nécessairement savoir sur quoi va se déboucher cette meilleure connaissance. Et toujours, elle peut déboucher soit sur des aspects très positifs, soit sur des aspects beaucoup plus inquiétants. On a l'exemple responsable de la bombe atomique. Voilà. Mais alors, justement, quand on dit que ça va déboucher sur la création d'une arme de destruction massive, hein, la découverte de l'atome en tant que tel. Mais alors, pour Einstein, lui, c'est très bien ce qu'il fait, en revanche. C'est-à-dire, ça a été délibéré. Et les physiciens qui ont mis au point la bombe atomique l'ont fait en connaissance de cause, hein, pour des raisons qui sont celles de la destruction du nazisme. Bon. Mais ils le savaient pertinemment. Alors là, on le retrouve dès l'origine. Des choses toutes bêtes comme celles que j'ai évoquées de l'artillerie, des armes à feu. Alors là, je ne sais pas dans quel état d'esprit étaient ceux qui ont inventé les armes à feu. Est-ce qu'ils l'ont inventé pour créer une arme, ou bien est-ce que là encore, ça a été une mauvaise utilisation? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont plus éclairés sur la façon dont on a inventé. Enfin, l'artillerie, les boulets de canon, on sait bien ce qu'on va en faire, là, en revanche. Mais ça, c'est pas de la science au sens propre du terme, ça, c'est d'emblée de la technique. Hein. Donc, ce n'est pas une connaissance scientifique qui va être investie de façon ou positive ou négative. Mais il peut y avoir, je pense, une part d'ignorance, hein, mais est-ce qu'il faut s'arrêter donc de connaître? C'est ça le problème. Est-ce qu'il faut dire back to the trees? Est-ce qu'on repart en arrière? Est-ce qu'on cesse de connaître ça? Donc il faut un contrôle. En effet, il faut poser le principe d'un contrôle. Mais alors en plus, ce qu'il faudrait pour qu'il y ait un contrôle, je crois que c'est qu'il faut une information exacte, une information précise. Et ça,
qui est capable de la délivrer. Il faut des gens au-dessus des partis, au-dessus des intérêts financiers, au-dessus des intérêts politiques, etc. Est-ce qu'on peut raisonnablement envisager que tous les citoyens soient éclairés pour pouvoir exercer ce contrôle? Ça me paraît sans doute souhaitable, mais peut-être extrêmement difficile à réaliser. Enfin, personnellement, je pense qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est théorie scientifique, qui, à mon avis, sont toujours positifs, vu que ça développe la connaissance, point. Et puis ensuite, tout ce qui est sciences appliquées, techniques, etc., qui est là le problème de l'utilisation de ces connaissances. C'est-à-dire, on ne peut pas s'opposer au développement des connaissances, mais après, c'est sûr qu'il peut y avoir des aspects, c'est comme la langue des hommes, il peut y avoir des aspects beaucoup plus négatifs. Et on ne peut pas faire porter, je pense qu'on ne peut pas faire porter à la théorie, je ne sais pas, la relativité, l'utilisation qu'il peut en être faire aujourd'hui, par exemple à travers la guerre des étoiles, les projets de guerre des étoiles qu'il y avait, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux niveaux. Et je pense que les scientifiques, par contre, ont une responsabilité à prendre sur le problème de l'utilisation des théories, des découvertes, des connaissances qu'ils ont apportées. Ça se fait, mais je pense qu'à mon avis, ça ne se fait pas d'ailleurs assez, ce qui nécessiterait évidemment à ce moment-là tout un travail d'information, et donc en amont, oui, un travail de formation qui, à mon avis, n'est pas encore fait de manière suffisamment sérieuse dans l'éducation nationale. Ouais. Mais est-ce tient tout le temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi des savants, il y a des chercheurs, on va dire, parce que le terme savant est complètement désuet, est-ce qu'il n'y a pas des chercheurs qui savent quand même quelles applications, qui cherchent quelque chose de précis? Enfin, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, il faut savoir ce qu'on cherche. Et parfois, on cherche des choses. Voilà. Je pense que c'est un petit peu facile. Je pense que c'est un petit peu facile de mettre la responsabilité sur les scientifiques, alors que les scientifiques essaient juste d'élargir la connaissance. Je pense que la responsabilité est à mettre sur les consommateurs de ces produits-là. Et la responsabilité, c'est la nôtre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va être capable, un exemple très concret sur la technique, est-ce que beaucoup d'entre nous savons comment fonctionne notre téléphone portable? Ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a des connaissances immenses. L'humanité a des connaissances immenses, mais l'individu, lui, a des connaissances ridicules. On est tous là. Moi, je voulais surtout intervenir sur votre exposé, parler du progrès scientifique comme le fait qu'on va comprendre toujours plus précisément et avec une focale toujours plus petite et plus précise la réalité du monde. Sauf que je pense qu'en Occident, on considère que la science, c'est le seul outil capable de décrire le monde. Et je ne pense pas que ce soit le seul outil, c'est un outil. C'est pas forcément le seul outil. Et aujourd'hui, il y a des choses que la science ne sait pas faire. Par exemple, on ne sait pas expliquer pourquoi un placebo peut guérir certaines personnes aussi sûrement que la plus grosse panoplie de médicaments va échouer à guérir une autre personne. La science ne peut pas décrire ce qui est nécessaire au bien-être humain. Et je pense qu'il y a une démutation de la France, de la science, qui pourrait être justement de ne pas être si exclusif. Et je suis moi-même très cartésien et très scientifique. Oui, mais je crois que justement, on peut ne pas avoir été fait dans un but justement obscurantiste, mais de façon assez pertinente pour montrer justement les limites. C'est ça qu'ont voulu montrer, je crois, un certain nombre de scientifiques, qu'il ne fallait pas faire une confiance aveugle dans la science, qu'elle n'était peut-être pas le seul moyen de résoudre les questions. Donc, il faut avoir une conception très mesurée de la capacité explicative de la science et de la capacité de la science à résoudre les questions que l'homme se pose, étant entendu que la question de la structure de l'univers n'est pas la seule, n'est pas le seul type de question qu'on peut se poser. Donc on peut légitimement, il faut, je crois, bien situer la place de la science, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut prétendre, qu'est-ce qu'elle peut se proposer de faire, ne pas lui attribuer des capacités qui ne sont pas les siennes, et même dénoncer éventuellement ces éventuels dangers. Mais ce sont de très vastes,
très vaste question, ça j'en suis bien convaincu. Oui. Donc on en revient à Jean-Jacques Rousseau. Rousseau démontre dans la totalité de son œuvre que la science est une partie de l'expérience intellectuelle de l'humanité, mais qu'elle ne suit pas à tout le reste, le sentiment, la reconnaissance en soi de ce qu'est l'autre, la société dans laquelle on vit, les rapports de pouvoir, l'émancipation des individus en fonction de leur nature, c'est-à-dire qu'il y a 1000 questions qui ne sont pas traitables du point de vue de la science et auxquelles la science n'apporte que des éléments dans une conscience beaucoup plus vaste qui est de caractère politique. C'est le contrat social. Donc, vouloir... Il y en a aujourd'hui qui croient qu'ils ont la vérité parce qu'ils ont trouvé un modèle économique qui peut même avoir un prix Nobel. Mais en quoi est-ce que ça résout la question de l'insatisfaction profonde des gens qui ont l'impression de vivre une régression, par exemple? Le sentiment, c'est une donnée fondamentale dans la conscience et dans le comportement des individus. Et Rousseau, il a mis l'accent, il n'a fait que cela, mettre l'accent sur cette question-là. La science ne règle pas toutes les questions qui sont posées du simple fait que l'homme est un être social. Bon, nous discuterons de cette lecture. Question, est-ce qu'on peut tirer de ce que tu nous as dit quelques conséquences sur la façon dont l'école fonctionne pour communiquer le savoir scientifique? Mais là, je ne suis pas du tout en mesure de répondre à cette question parce que j'ai eu une expérience quand j'enseignais dans un IUFM, donc j'allais dans les classes et je savais comment on enseignait, ce qu'on enseignait. Maintenant, je ne sais plus du tout ce qu'on enseigne, donc je ne peux absolument pas me prononcer sur l'enseignement des sciences. Je ne sais pas comment il se fait, donc pas d'opinion. Ni à l'école primaire, ni après dans le lycée. Ce que je sais, c'est qu'on a longtemps protesté, et les scientifiques eux-mêmes, contre le fait qu'on n'enseignait pas du tout l'histoire des sciences quand on enseigne la physique, par exemple. On présente la physique comme un ensemble de résultats qui ont existé de toute éternité, et justement, on ne montre pas comment la connaissance scientifique se conquiert sur des obstacles, avec des méthodes, etc., etc. Bon, mais c'est tout ce que je peux dire. Je suppose que l'enseignement de l'histoire des sciences, il est toujours absent. Je m'étonnerais qu'on enseigne l'histoire des sciences encore en physique ou en mathématiques, etc. Mais je ne peux, hélas, répondre à cette question. Madame vient de parler de l'école. Je vais y revenir. Aujourd'hui, on ne brûle plus les scientifiques. Cependant, on devrait. De vrais débats et qui correspondent à des enjeux considérables existent sur une question qui m'est chère, par exemple, qui me taraude souvent, c'est la remise en question d'une théorie qui est celle de l'évolution. Et aujourd'hui, quand on sait l'enjeu politique, philosophique que représentent les antagonismes à cette... et le poids politique, par exemple, on citait Trump, oui, mais pas que, partout dans le monde, hein, c'est le débat des croyances et de la science. Et là, on est au cœur d'un problème où les citoyens doivent s'emparer de ces choses-là. Oui. Et l'école doit être justement le vecteur pour contrebalancer toutes ces théories fumeuses. Voilà cette question qui m'est très chère. Là, vous soulevez, il doit être corrigé en partie, je pense, parce que j'ai montré que les relativistes comme Thomas Kuhn ou Feuerbach étaient animés en quelque sorte d'un bon sentiment, si j'ose dire, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que les Occidentaux surestiment la valeur de la science, mais le danger. Quand on dit, parce que finalement ils disent presque, et moi je l'ai dit aussi d'une certaine façon, tout est science. Quand je dis qu'Aristote, c'était remarquable. C'était faux, mais tout à fait remarquable. Mais à ce moment-là, le danger, quand vous comprenez, c'est le fixisme, par exemple. Et donc, le contraire de la théorie de l'évolution. Et donc là, est-ce que tout se vaut? Alors, le fixisme, ça dépend peut-être comment on l'interprète. Si c'est un fixisme purement biologique, mais si c'est un fixisme religieux, à ce moment-là, et voilà, là, on est dans autre chose. Et là, on ne peut pas dire tout se vaut. On ne peut pas dire les théories créationnistes
ça vaut Darwin, hein, ou les théories de l'évolution. Là, je pense qu'il faut marquer, de ce point de vue, tout à fait, en effet, la différence. Et quand on pense qu'aux États-Unis, justement, ou bien on interdit, assez grave, l'enseignement de la théorie de l'évolution, là c'est dramatique, ou bien on dit bah, c'est équivalent, hein, du genre on choisit, bah, ça dépend, hein, comme ça me plaît, je trouve ça mieux, mais ça c'est très dangereux. Alors là, en effet, là c'est un vrai danger, et il faut que l'école, en effet, ou que les théories de l'évolution ne soient pas présentées comme une option parmi d'autres. C'est pas une option. C'est pas, je préfère la théorie de l'évolution comme je préfère les cerises aux fraises. C'est comme le concept. La théorie de l'évolution. Fixisme, pardon. Les théories créationnistes. Les théories. En fonction des États. En fonction des États, oui, il y a la Bible Belt, hein, de la ceinture. Et là, tous les États du Sud, c'est là. Ailleurs, c'est pas tous les États-Unis, heureusement, fort heureusement, dans lesquels on enseigne. Oui. Ah ouais. Là, il y a des vrais enjeux. Oui, il ne faut pas que ça nous gagne, hein, qu'on puisse dire, tiens, oui, c'est vrai, finalement, pourquoi pas, hein, pourquoi ne pas enseigner aussi le créationnisme. Et ça ne s'enseigne pas à l'école, du moins l'école ne pas enseigner le créationnisme. Après, les parents font ce qu'ils veulent, ils enseignent le créationnisme, ainsi de suite. Oui, mais là, c'est une question. Oui. Enseigner ou pas, ça ouvre la porte. C'est l'histoire. Si on l'enseigne comme histoire, oui. Ah bah oui, comme histoire de science. Non, mais c'est vrai qu'il faut des connaissances minimales. Hein. Mais la limite risque d'être vite franchie entre l'enseignement du fait et le prosélytisme. Je voulais dire, il me semble qu'il faut distinguer les applications pratiques de la science et la théorie purement scientifique, comme par exemple la relativité ou la théorie de l'évolution, etc. Et donc, ce qu'on a l'air de craindre, ou ce qu'on adore, ce sont plutôt les applications pratiques. Et au fond, j'ai l'impression quand même que les grandes théories scientifiques, finalement, n'intéressent pas tellement la société. En tout cas, elles intéressent les scientifiques, mais pas la société. Et en fait, ce qui est important dans la science, me semble-t-il, ce sont les théories. Oui, c'est là-dedans que se manifeste le progrès. Oui. Et je pense que c'est en fait, on aura toujours, on ne comprend pas vraiment ce qu'est la science. Oui, mais ça, oui, là encore, il ne s'agit pas de mettre en question l'école, mais c'est vrai qu'on ne peut pas donner une formation, enfin, si, ça serait souhaitable, je ne dis pas qu'il faut y renoncer du tout, hein, je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire, et il faudrait une formation scientifique relativement approfondie, et surtout, pas tellement dans les contenus, il ne s'agit pas de délivrer des contenus, mais de former à l'esprit scientifique, et former les esprits, hein, plus que de leur délivrer énormément de connaissances. Et on a peur de la science parce qu'on a peur de ses applications pratiques, ou alors on la survalorise, alors que finalement la théorie, on a presque l'air de s'en fiche. On s'en fiche, on ne la connaît pas. C'est pour ça que le fixisme passe facilement. C'est pour ça que le fixisme passe facilement. C'est pour ça que, au fond, vous trouvez par exemple des professeurs de SVT qui sont capables d'enseigner la SVT et puis par ailleurs d'être fixistes. Oui. Ça ne les dérange pas. Ça ne dérange personne. D'être par ailleurs, je pense, fixiste. Ouais, je ne sais pas si des profs de SVT peuvent être fixistes. Oui, si. Eux-mêmes, ils sont fixistes. Voilà. Oui, c'est tout à fait possible de trouver ça à l'école. Vous pouvez trouver, oui, des professeurs de sciences qui ont des convictions religieuses à côté de leur enseignement scientifique. Et pour eux, ça ne les dérange pas. Voyez. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de schizophrénie, quoi. Schizophrénie dans la science. Roger Guillet, qui sera peut-être le dernier. Bah oui, l'intervention sera la déterminante, évidemment. Sur la notion d'un côté la théorie, de l'autre côté l'application, moi je crois qu'il faut examiner le phénomène qui s'est emparé de la science depuis quelque temps, peut-être 20 décennies, 30 décennies. C'est le rapprochement entre la découverte, enfin l'avancée théorique de l'application. On ne peut plus raisonner comme à l'époque d'Einstein, et ça s'opère soit par les théoriciens eux-mêmes,
parce que c'est comme ça. Soit dans les laboratoires où s'élabore la théorie. Donc c'est là un des éléments qui peut interroger, je crois, la civilisation. À mon avis, moi, ça interroge la civilisation. C'est ce rapprochement, et on voit une accélération dans tous les rapprochements théoriques et d'application. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense que c'est un vrai problème de civilisation. Évidemment, je ne suis pas en mesure de donner quoi que ce soit comme parcours, mais il faut intégrer ces éléments-là pour... politiquement, bien sûr, hein, pour moi, ça ne peut être que examiné sur le plan politique. Voilà. Oui, mais le fait à savoir que la distinction sciences pures, sciences appliquées, elle n'est pas toujours pertinente dans la mesure où il y a des domaines de recherche en sciences fondamentales qui sont quand même orientés par des fins pratiques. Et donc la distinction, hein, il n'y a pas d'un côté en effet ceux qui ont énoncé les théories atomistes, et en effet il a fallu attendre pas mal de temps pour avoir des applications, mais puisqu'on va chercher quelque chose de précis, on le trouve. Finalement. Donc la distinction, le plus souvent, elle n'existe plus dans les faits. On fait de la science fondamentale dans des buts extrêmement précis. Mais c'est vrai que le rapprochement aussi, et ne serait-ce que parce qu'on sait ce qu'on va chercher. Donc il n'y a plus l'espace de temps. Alors on m'a confié un pouvoir redoutable. Non mérité. Je dois arrêter la séance à 20h45. Alors, La dernière. non, il y aura d'abord une question ici. Il y a longtemps qu'il a la main. Il y a longtemps que je le vois. Ah ben je vais pas le dernier. Et la parole ici pour le dernier. Moi j'allais discuter et aller aux choses plus simples. Je dis merci un peu au progrès et au savoir, parce qu'Internet, ce qui nous a permis, c'est aussi de le savoir, mais ce qui nous permet aussi de pouvoir se rapprocher, de comprendre aussi, d'échanger, d'avoir aussi d'autres formes d'information. On peut voir aussi à travers ça, on a vu les printemps arabes, qui a permis aussi, voilà, donc je pense que le progrès aussi, c'est comment à chacun, et propre à chacun, ce qu'on peut faire, c'est aussi entre nous pour pouvoir peut-être, voilà, éthiquement, de se dire, bon voilà, il y a certains trucs qu'on peut avancer, comme je disais, Internet, cet échange. On n'entend pas. On entend. Il faut recommencer. Pardon, plus fort. Je me lève plus fort. Non, ce que je disais, voilà pourquoi je prenais Internet, parce qu'Internet, pour moi, ça a été, si vous voulez, dans un sens d'un progrès et d'un savoir, dans la science, parce que ce qui a permis, en fait, entre les hommes de pouvoir s'échanger, de donner des idées aussi, d'évoluer. Moi-même, à travers ça, quelque part, je me cultive, je vais chercher aussi l'information, je fais aussi, voilà, où je peux parler avec d'autres personnes. Donc je pense que la science aussi, voilà, nous a permis aussi à l'heure actuelle, au XXIe siècle, voilà, alors, je pense que tout n'est pas négatif, la science. Non, mais je n'ai pas dit ça. Moi, je l'utilise évidemment comme tout le monde. Et je vais me renseigner sur Google, etc. Chaque fois que j'ai des recherches. Voilà. Mais je ne sais pas s'il faut s'en tenir à dire chaque chose et à la fois bon et mauvais. Il faudrait aller un peu plus loin quand même. Cette histoire de liaison, enfin, qui est très schématique entre sciences théoriques et sciences appliquées, c'est vrai que c'est de plus en plus court le cheminement entre, je dirais, la recherche pure et la recherche appliquée. Mais je pense, alors, il y a certains chercheurs qui jouent cette politique, mais c'est un choix idéologique de certains chercheurs. Mais c'est aussi, surtout, une demande actuellement de la société, c'est-à-dire qu'un chercheur aujourd'hui à l'université, s'il ne dit pas « j'aurai telle application », il n'aura pas de crédit. Moi, je travaille avec le laboratoire de mathématiques pures de l'université de Perpignan. Le directeur du labo me dit « je passe mon temps à chercher des crédits, parce que je ne peux pas en avoir, et je suis obligé d'expliquer en quoi mes recherches, demain, l'entreprise qui va dans l'année qui va suivre, l'entreprise qui va me donner le fric, va pouvoir avoir récupérer. C'est-à-dire qu'il y a une pression idéologique sur la science aujourd'hui, et c'est ça, à mon avis, le principal problème et le principal danger.
Voilà, eh ben,